Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau direct des rendez-vous du 9 pour ma santé. Bonsoir docteur, comment Ah, allez-vous? mais je suis ravi de vous revoir, Sophia. Alors donc, on va profiter des vacances de Nathalène pour être à nouveau, avoir la joie profonde de vous avoir à nos côtés. Eh ben, Voilà. joie partagée. Vraiment, j'étais très contente quand on m'a envoyé un petit message en me demandant si j'étais disponible ce soir-là. C'est toujours un grand plaisir et j'apprends énormément déjà par la lecture Vous de avez vu la que ce ressource que j'ai soir, on a du reçue. lourd, hein. Ce En soir, plus, on vous accueille pas avec un sujet à deux balles, hein. non, 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 pas du tout. Ce soir, ça va être une belle soirée, j'imagine, porteuse aussi d'espoir, d'optimisme, et ça fait du bien, surtout par les temps moroses qu'on vit, l'époque dans laquelle on vit, qui n'est pas toujours facile. Donc, c'est une soirée qui va faire du bien. Donc, j'en profite pour saluer toutes et tous qui nous rejoignaient. Je vois Hélène, je vois Brigitte, Dominique, Annick, Evelyne, des personnes qui nous viennent d'un petit peu de partout et même de l'étranger. Merci d'être là. Vous prenez possession du chat et vous avez bien raison. Donc, vous le savez, hein, c'est l'espace pour pouvoir interagir tout au long de la soirée, pour pouvoir poser vos questions. Ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale, on peut le dire, docteur, puisqu'il va y avoir d'autres personnes présentes ce soir. Eh ben ouais, c'est là où, en fait l'aventure de Duneuf est passionnante parce que à un moment donné, je me suis dit si jamais je me lance dans la recherche des guérisons miraculeuses, après tout il y a de la médecine, même si la médecine n'y comprend rien, il y a quand même de la médecine. Les gens sont malades, donc on peut parler quand même de ces gens-là qui guérissent. Je me suis dit si je me lance là-dedans, j'ai déjà pas besoin d'emmerdement, mais alors là c'est sûr que je vais me faire écharper et surtout je vais rien trouver ou je vais trouver des trucs de mauvaise qualité. Et en fait, mais en 2 heures de temps, en cherchant une biblio, je suis tombé sur encore une fois, c'est un peu comme dans les histoires de mort imminente. Il y a une science absolument colossale, tout à fait sérieuse. Et puis alors, j'ai trouvé le bouquin d'un confrère que je ne connaissais pas, Yann Tibérien, qui a écrit ils étaient tous condamnés, et j'ai trouvé son bouquin absolument remarquable. C'était une thèse au départ. Il s'est servi de ce truc pour se thèser en médecine. Vous voyez le culot quand même de ce gars-là qui va avec un sujet pareil proposer ça à des médecins universitaires et on lui dit oui. Derrière, sa thèse est un tel succès qu'il en fait un livre, puis derrière, voilà, ça change sa vie. Donc ça a changé sa vie, ça a un petit peu modifié la mienne, et je pense que ça changera pas mal l'idée que les gens se font, alors à la fois de la mort, à la fois de la maladie grave, à la fois, voilà, ça nous dit que dans cette espèce d'atmosphère, comme vous disiez tout à l'heure, où rien ne va, il y a des pans entiers d'optimisme et d'espoir qui peuvent être soulevés. Alors évidemment, tout le monde ne fera pas une guérison miraculeuse, mais il faut juste savoir ça. Alors, j'ai vraiment la grande joie aujourd'hui d'avoir pu réunir avec nous à la fois Yann Tibérien, mon confrère, et puis Madame Nelly Kiel. Alors Madame Nelly Kiel, si on peut les voir à l'écran, ils sont ensemble. C'est quand même des gens absolument extraordinaires. Bonjour Nelly, bonjour Yann. Nelly qui n'est pas du tout dans la sphère, qui n'est pas médecin, et puis qui tombe hyper malade, elle en parlera tout à l'heure, et Nelly guérit d'une maladie absolument incurable. Donc voilà, il faut savoir que c'est pas du flan, c'est pas du pipeau. On vous présente ce soir une dame en chair et en os qui va très bien, mais qui devrait pas l'être très bien. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. Bonjour Nelly, bonjour Yann. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Et bienvenue pour ce direct sur les rendez-vous du 9 pour ma santé. On va pouvoir, voilà, ça va être un échange, hein, vous le voyez, avec ces invités que vous voyez sur votre écran. Donc, merci d'être là. Donc, on va parler effectivement de ce grand et beau sujet. N'hésitez pas à nous partager dans le chat si vous avez pris connaissance de la revue, peut-être de ce que ça a pu évoquer chez vous, peut-être de certains témoignages, certaines histoires que vous aurez dans votre entourage. Hein. C'est l'occasion de partager tout ça. Avant que je ne vous redonne la parole à vous, docteur Oliquet, docteur Tibérien, et puis à Nelly Kiel, qui pourra nous parler effectivement de son histoire, comme vous le disiez. Je vous rappelle juste 2-3 petits détails techniques, hein, de bien vous connecter en filaire plutôt qu'en Wi-Fi pour avoir une bonne connexion, pas de problème de son, d'image, et que de toute façon, vous avez cet espace chat auquel a accès l'équipe technique si jamais vous rencontrez des difficultés. Voilà, je crois que tout est dit. Si vous avez des questions, bien évidemment,
posez-les, on va prendre un moment pour y répondre. Et puis, je vous donne de suite la parole. Moi, la question qui m'est venue à la lecture du numéro du 9 pour ma santé, c'est pourquoi justement vous avez écrit, Dr Oliquet, sur ce sujet effectivement, qui n'est pas du tout ou très peu traité par la médecine. Ces guérisons extraordinaires, ces guérisons miraculeuses qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme les expériences de mort imminente, c'est complètement interdit, c'est stupide, ça n'existe pas, c'est de la pâte à médecine, c'est contra-scientifique. Si tout ça est dit, alors on va en parler. Et puis comme par hasard, on s'aperçoit que on débouche sur des trucs qui sont formidablement dérangeants. Mais quand c'est incompris, c'est dérangeant. Mais encore une fois, si on n'est pas capable de supporter, de ne pas comprendre un phénomène pour simplement pouvoir se permettre de l'étudier ou du moins de le constater, on est un imbécile. Donc, on a face à nous aujourd'hui 2 personnes qui nous montrent bien que l'imbécilité n'est pas de notre côté. Moi, ce que je voudrais tout de suite, parce qu'il faut quand même partir dans le merveilleux, je me suis retenu pendant la rédaction de l'article pour pas paraphraser tout le bouquin de Yann, qui est absolument passionnant. J'ai fait exprès de ne pas parler d'un cas que Yann a ressorti dans son bouquin, qui est un cas qui m'a fait presque pleurer d'émotion. C'est le cas d'une petite fille mourante qui loupe l'école. Et puis Yann, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette petite Maria ? Alors oui, donc cette petite Maria, donc elle a un sarcome du fémur, hein, et elle est extrêmement malade, elle souffre le martyre, et effectivement donc elle va pouvoir guérir. Et comment elle va guérir? Tout simplement, elle va aller à Lourdes. Et à Lourdes, elle va rencontrer effectivement les gens de Lourdes. Elle va être baignée dans Lourdes et effectivement va petit à petit guérir. Mais moi personnellement, je voudrais te parler d'un autre cas qui va être encore peut-être plus intéressant. C'est le cas de la Chilienne. Le cas de la Chilienne, elle est vraiment extrêmement édifiante et on va tomber vraiment dans cette notion de foi et de croyance qui peuvent permettre effectivement de guérir vraiment de façon très profonde. Donc cette Chilienne est une dame qui est une conseillère ou plutôt la bras droit de Salvador Allende, qui était le président du Chili de l'époque et qui s'est fait destituer par un coup d'État par le fameux Pinochet. Bien entendu, le Pinochet a essayé de faire une chasse aux sorcières, essayé de récupérer tous les gens qui étaient autour de Salvador Allende, puisqu'en fait c'était 2 visions politiques différentes. L'un était une vision plutôt de gauche et l'autre une vision plutôt d'extrême droite. Et il fallait absolument pouvoir effectivement atteindre tous ceux qui gravitaient autour de cette mouvance gauchiste que justement haïssait Pinochet. Donc malheureusement, notre jeune patiente, notre jeune Chilienne, se retrouve emprisonnée, mise dans une oubliette, enfermée en plein centre de Santiago. Le plus dramatique, c'est que bien entendu, personne ne savait où elle était emprisonnée. Tout le monde la croyait morte, mais elle a vécu dans une cellule sous l'artère principale de Santiago. Comment est-ce qu'elle pouvait le savoir ? C'est qu'elle entendait les talons aiguilles des jeunes femmes qui marchaient sur le trottoir et par recoupement avec les églises qui étaient autour de ça, elle a pu à peu près savoir à quel niveau de la rue elle se retrouvait. Elle se trouvait enfermée et pendant 23 ans, elle vivait sous le monde qui lui vivait à 3 mètres au-dessus d'elle sans que personne ne sache qu'elle était en vie. Le pire, c'est que malheureusement, il voulait absolument la faire parler parce qu'elle connaissait énormément de choses et énormément de monde. Et elle était torturée tous les jours lorsque les 10e coups de matin sonnaient à l'église. Eh bien, elle était happée par des bras extrêmement puissants, extraite de sa cellule et torturée pendant 1 heure jusqu'à ce que le 11e coup de la même église sonne pour être remise dans son oubliette, entièrement enfermée et au noir. Ça a été un enfer. Moi, quand je l'ai rencontrée lors d'un partage. Elle parlait très mal, notamment parce qu'elle était espagnole, mais très française, très francophile. Mais elle parlait très mal parce qu'elle n'avait plus de langue. Et elle nous expliquait
qu'elle n'avait plus de sein, qu'elle n'avait plus d'organes génitaux, tellement l'ensemble de ses parties avait été brûlé par les arcs électriques de la torture qu'elle a subie pendant 23 ans, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Cette patiente, donc, a été bien sûr sortie des geôles lorsqu'effectivement il y a eu le processus de réconciliation, lorsque Pinochet est tombé. Là-dessus, elle, qui était une conseillère de l'ombre, n'a pas voulu reprendre des activités politiques, mais a décidé de procéder ou de travailler sur ce processus de réconciliation dans son pays. Et elle a eu l'idée, comme elle était très francophile, de venir en France, parce qu'en France, on a eu beaucoup de troubles politiques avec des révolutions, des guerres, des choses comme ça, qui ont mené donc la France à mener des travaux de réconciliation. Et donc, elle a voulu s'intéresser à l'histoire. Là-dessus, elle a réussi à travailler. Et puis, au bout de quelques mois de présence à Paris, elle se trouve fatiguée, elle fait des examens, diagnostic leucémie aiguë. Madame, vous n'avez qu'une seule solution, vous devez être mise en aplasie, c'est-à-dire donc on doit vous détruire votre sang. Vous devez être enfermé dans une chambre stérile pendant 1 an, c'est-à-dire que pendant 1 an, vous n'aurez contact avec personne. Et là-dessus, elle a dit non, c'est pas possible. J'ai passé 23 ans de ma vie en oubliette. Je ne veux pas, par cause de maladie, repartir dans une oubliette pendant 1 année. Et elle a donc décidé, elle a dit, moi, écoutez, je suis désolé, je ne suivrai pas le traitement et le protocole que vous proposez. Elle a compris que son problème, c'était un problème de pardon. Elle a décidé de prendre rendez-vous avec la prison au Chili où étaient enfermés ses 2 bourreaux. Ça a été le branle-bas de combat parce que tout le monde s'est dit que quand elle a demandé audience pour pouvoir parler en salle d'auditoire, salle d'audience, pardon, en salle de parloir, au parloir avec les 2 bourreaux, on s'est dit, ça y est, elle va les tuer, elle va sortir un couteau, etc. Elle a réussi à obtenir les autorisations, même les 2 bourreaux étaient très inquiets. Et là-dessus, elle leur a dit, écoutez, moi, je ne peux pas oublier, bien entendu, ce que vous m'avez fait, mais j'ai décidé de vous pardonner. Parce que moi, j'ai la foi en le pardon, et je suis certain que de vous pardonner en ma conscience va me permettre de guérir. Elle a guéri de sa leucémie aiguë en quelques semaines. Voilà, c'était vraiment un cas très intéressant et qui fait partie donc du livre, où vraiment on s'aperçoit que croire en quelque chose peut réussir à mener à quelque chose de grand. Il faut avoir la foi, oui. Et il faut avoir la foi. Ah bah oui, c'est difficile de passer derrière toi, Yann. Oui, bah voilà, écoute, alors là, on commence à rapprocher quelque chose d'absolument fondamental, et a priori, oui, ce que j'ai cru comprendre dans toutes ces guérisons miraculeuses, c'est que ces gens-là sont capables de se transcender sur un but, ou sur une idée, ou sur une personne, ou sur ouais, c'est ça, sur un but. Je veux guérir parce que je veux pas laisser ma femme toute seule, ça a l'air de marcher. Donc, il se passe des choses absolument extraordinaires. Ça laisse quand même rêveur sur l'origine des maladies. Parce qu'à une époque, bon, mon copain est décédé, comment il s'appelait, putain, enfin bref, qui était champion du monde de la recherche sur l'origine des maladies. Ça va me revenir, hein, j'avais son nom sur la langue. Et il avait énormément travaillé, tout le monde se foutait de lui, évidemment. Et là, ça commence, moi je trouve que ces histoires nous font penser que on ne doit pas rire de ça, quoi. L'origine des maladies. Alors, j'ai retrouvé dans l'article que j'avais rédigé, les questions de Siegel, quand les personnes étaient extrêmement à l'aube de la mort, et qu'il n'y a pas 3000 ans pour leur faire faire des psychothérapies longues. Il avait ces 5 questions, elles sont dans la page 10. Je vous rappelle les questions. C'est peut-être mettre mes lunettes, hein. Voilà, ça m'évitera de annoncer. Voulez-vous vivre jusqu'à 100 ans? Que vous est-il arrivé l'année précédente votre maladie? Que signifie pour vous la maladie? Et pourquoi aviez-vous besoin de tomber malade? Je trouve que cette espèce d'électrochoc que faisait Siegel chez des gens à l'approche de la mort pour les tirer de là, parce qu'en plus, s'il l'a fait et qu'il l'a publié, c'est qu'a priori, son quintuple électrochoc, il en réveillait quelques-uns. Il a dû sortir de la mort un certain nombre de gens qui s'étaient plus ou moins laissés habiter par l'idée que c'était fini pour eux. Et donc, manifestement, même aux dernières extrémités, ce genre de petits coups de pied au cul, ça marche.
On va peut-être quand même demander à Nelly maintenant qu'elle nous raconte un peu pourquoi on la voit aujourd'hui aussi belle et surtout aussi pétante de santé, Nelly. Bravo. Et oui, d'autant que merci en tout cas. C'était il y a une trentaine d'années en fait. Hein. Donc il y a du recul. C'est ça qui est intéressant de voir ça. Hein. Et c'est sûr que j'étais ravie d'intervenir là ici ce soir sur la foi dans le processus de maladie et de guérison. Parce que oui, j'ai eu un cancer du foie, donc du manque de foi, du manque de confiance en soi, du manque d'engagement à la vie. Et avant d'être malade, eh bien, j'avais tellement plus foi en la vie que je m'étais dit, j'ai fait ça et ça et ça et ça de ce qu'on me demande dans cette réalité. Un travail, un mari, des enfants, une maison. J'avais même le beau chien, le bel aquarium. Et je ne suis pas heureuse. Et je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Et je peux mourir. Donc oui, quand on perd la foi en la vie, quand on perd la foi en soi, à un moment donné, j'ai vraiment eu conscience que ce désir de mort, c'est un suicide déguisé. Dans cette réalité, on n'en prend pas toujours compte, mais pour moi, je savais que c'était la suite de mon désir de mort, donc de suicide presque inconscient, mais conscient quand même. Voilà, donc la foi pour moi, déjà, c'est pour les personnes qui nous entendent, c'est est-ce que vous avez confiance dans cette vie? Est-ce que vous avez confiance en l'autre? Est-ce que vous avez confiance en vous? Et pour moi, la foi, c'est déjà une confiance agrandie à l'intérieur de soi. C'est extrêmement important. Et beaucoup de travail en psychothérapie, puisque j'accompagne maintenant depuis, ça a été l'objet de mon travail après. J'ai donc quitté l'administration dans laquelle je travaillais depuis 18 ans et je suis devenue psychothérapeute. Et mon site, c'est Oser être soi. Et mon livre, c'est Oser guérir. C'est ça, c'est aller. Souvent, les gens disent, je voudrais avoir confiance en moi. Oui, ils ont tout à fait raison, parce que si on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre, et on n'a pas confiance dans le monde, et donc pas confiance dans nos capacités d'auto-guérison et nos capacités à aller bien tout au quotidien. Pourquoi attendre d'être malade pour aller mieux? C'est clair que c'est important de développer cette foi le plus rapidement possible. Et c'est vrai que j'avais perdu cette foi en la vie et que la maladie est arrivée. Et je dirais aussi que le lieu de la maladie n'est pas un hasard non plus. Le foie, c'est aussi le lieu de la colère, c'est aussi le lieu dans les décodages biologiques, les 5 F, et je les avais tous, hein. Faim, froid, fric, famille et foi, FOI. Donc après, il faut faire le job. Il faut aller rencontrer les bonnes personnes pour aller inverser ce processus de maladie. Et la chance que j'ai eue, c'est que quelques mois après, je démarrais une formation en psycho, neuro, immunologie. Pourquoi je l'ai démarrée? Parce que sur mon canapé, en pleurant, je me disais, mais pourquoi cette maladie? D'abord, je voulais savoir pourquoi. Et quand on pose des questions à la vie nous répond. Nous avons un grand océan quantique, là, une grande bibliothèque vivante qui nous répond. Alors, posez des questions, pas à vous-même, mais à la vie. Et les réponses viennent. C'est comme ça que j'ai eu un livre qui m'est tombé dans les mains, Guérir envers et contre tout, que j'ai vu à la fin qu'il y avait une formation à Paris. Allez, j'y suis allée. Poser des questions, écouter les réponses. La vie nous répond sous forme d'intuition, sous forme de rencontres, sous forme de livres, d'émissions de télé, comme ce soir, là. C'est pas un hasard. Certains vont dire, ah bah oui, c'est ça que j'avais besoin d'entendre ce soir. Et c'est ainsi, je pourrais y revenir, hein, je vais faire court pour l'instant, que au bout d'un an de pratiques particulières, et je pourrais détailler quelles pratiques, eh bien, déjà, dans le train, avant d'arriver à Paris, je me disais de toute façon, quoi qu'il se passe, même si mes nodules hépatiques évoluent, et j'en avais 9, donc c'était que j'étais allée au bout d'un processus, au bout d'un cycle, 9, pour après reprendre le 1 pour faire du 9 pour le coup. Eh bien, je me suis dit, même si mes nodules continuent à évoluer, eh bien tant pis, même si je meurs, j'accepte de mourir. Mais pas cette fois en désirant mourir, mais en acceptant de mourir si mon âme, si la vie en avait décidé ainsi. Eh bien, je suis persuadée aujourd'hui que grâce à cette acceptation, grâce à ce lâcher-prise, c'est pour cette raison que, au niveau de l'échographie, on me dit, c'est étrange, vos nodules sont en train de régresser. Alors que j'avais refusé la transplantation hépatique parce que je me disais, ah non, mais c'est pas possible ça. Et je vais vous dire un petit truc, ici on peut le dire. Mes parents avaient vu une médium qui avait dit, non, elle n'a pas besoin de transplantation hépatique, ce sera une guérison spirituelle. À l'époque, j'y comprenais rien et
c'était une petite graine qui était là dans ma tête et dans mon cœur. Et du coup, ça m'a permis, entre autres, de refuser cette transplantation. Et le grand ponte parisien m'a dit, très, comment dire, paternaliste, ok, d'accord, vous allez bien, finalement, à part ça, vous êtes en bonne santé, bon poids, bonne taille, etc. Mais sachez que de toute façon, ce sera une transplantation hépatique quand votre foie sera saturé. Et moi, intérieurement, je me suis dit, super, ça me donne le temps de faire ce que j'ai à faire et j'ai foncé dans cette formation. Et voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Et je trouve que la vie est merveilleuse, mais pourquoi attendre d'être malade pour être bien dans sa vie? C'est ça que j'ai vraiment envie de vous dire. Alors, cette première partie de témoignage, Nelly, d'abord, merci beaucoup. Ça sent l'authenticité à fond. Mais ce qui me trouve, c'est en fait que tu as joué avec ta vie 2 fois. C'est-à-dire que globalement, tu t'es un peu poussé à mourir parce que tu t'aimais pas ta vie, et puis que finalement, si un suicide ou un décès jeune t'aurait pas tellement dérangé, puis tout d'un coup tu te dis bah non, finalement non, je regrette, donc je retourne chez les vivants. Mais t'es quand même, tu sais parler à ton corps, toi. Hein. Eh bien, quand j'ai été malade, c'est vrai que je me suis sentie mortelle. En fait, quand on a un désir de mort, et je pense que beaucoup de personnes ont pu avoir ce désir de mort, dans mes séminaires, je pose souvent cette question, qui a déjà eu envie de mourir? Les 4/5e répondent oui, moi. Eh bien, ce désir quand je me suis trouvée malade, effectivement, je me suis dit, mais je suis mortelle et je n'avais pas pris conscience de ça à 37 ans. Et est-ce que c'est bien ça que je veux? Finalement, non. J'avais pas peur de mourir, certes, mais j'avais des enfants de 4 ans et 7 ans et je me suis dit, c'est un sale coup que je le fasse quand même si je meurs. Mais en même temps, d'un côté, j'avais la vie, d'un côté, j'avais la mort. Et j'étais au milieu. Et je me rappelle, c'était mon accompagnante médecin qui m'appelait. Et je me disais, mais je ne sais pas quoi choisir, Dominique. Elle me dit, je t'accompagnerai là où tu veux aller. Et c'était, waouh, un grand soulagement qu'une femme médecin qui m'accompagnait en parallèle de cette formation que j'ai suivie pendant 3 ans, me dit, je t'accompagnerai là où tu veux aller. Et je me suis recentrée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je choisis? Je ne savais pas, j'étais déchirée entre la vie et la mort, vraiment. Hein. Et je me suis dit, allez, je décide de vivre. Ok, tu décides de vivre, mais pourquoi tu veux vivre? Oh, non, Dominique, en plus, il faut que je te dise pourquoi. Et c'était aussi déchirant. Et j'ai trouvé à ce moment-là, je décide de vivre et de guérir pour voir grandir mes enfants et parce qu'ils ont besoin de moi. À l'époque, ce n'était pas moi qui étais importante, c'était eux. Et après, c'est moi qui suis devenue importante, où je me suis dit, oui, j'ai envie de co-créer un monde d'humanité par la paix, l'amour, la joie et la conscience. Voilà, c'est pour ça. Rester sur Terre, oui, j'ai une dame qui m'a appelée hier, une jeune femme, cancer du sein, elle m'a appelée il y a 3 ans, elle n'a pas pu continuer le travail parce que c'était trop pour elle. Elle m'appelle là, elle est métastasée au niveau osseux, et elle me dit, mais moi, je ne sais pas ce que je fais sur Terre, là. Qu'est-ce que c'est le sens d'être sur Terre? Donc, on va bosser sur ça. Mais si on n'a pas de sens, ben, on va être plus facilement malade, avoir des accidents et être sur le chemin de la mort. Après tout, c'est pas grave non plus. Hein. On est là pour vivre et pour mourir aussi. Mais quand même, si on peut faire autre chose, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans quasiment tous les témoignages que tu as cités, Yann. C'est que tous ces gens-là sont d'un individualisme forcené, rien à foutre de personne et de rien. Il n'y en a pas un qui n'est pas capable d'empathie totale et qui ne s'en sort pas en disant j'ai besoin d'aimer les autres, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de faire partie d'un tout, je suis responsable de la façon dont tout le monde vit, machin. C'est ce qui est extraordinaire chez ces gens-là, c'est que ça les révèle en fait. T'es d'accord, Yann? Tout à fait. En fait, je précise que Nelly, à l'époque, je ne la connaissais pas quand j'ai fait ma thèse, ou plutôt on s'est, elle, plutôt m'a croisé, puisque j'ai à un moment donné travaillé justement dans un groupe où elle était, où effectivement elle essayait d'expérimenter cette psychoneuroimmunologie. Et à un moment donné, dans un partage, elle a entendu parler de moi, elle m'a entendu parler, comme quoi je faisais un travail sur ces 11 ou 12 patients donc guéris miraculeusement, puisque celle qui s'occupait de cette activité de psychoneuroimmunologie, qui s'appelle Léo donc, dans le livre, était une de mes témoins. Et donc moi, je travaillais au sein de ce groupe de médecins et de non-médecins d'ailleurs, qui amenaient et qui permettaient à des gens comme Nelly
de faire des démarches et de réussir à faire des prises de conscience. Et effectivement, comme tu dis, quelque chose qui est très important. Il y a vraiment une constante chez tous les patients qui arrivent à guérir d'un cancer, qu'il soit terminal ou pas. Il y a d'abord, et c'est ça qui est très important, un changement radical de regard sur la vie. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience que leur façon de regarder la vie ne correspond plus à ce qu'ils doivent faire. Et ils vont donc faire et opérer donc un changement radical. Chez Nelly, elle nous l'a expliqué que ce changement radical, ça a été amené effectivement par cette démarche dans ce groupe et effectivement amené par les médecins de ce groupe qui les ont suivis, qui l'ont suivi, je vais y arriver, qui l'ont suivi et qui ont permis effectivement donc de faire ce changement radical en lui posant des questions, en l'amenant petit à petit à prendre conscience des éléments qui l'avaient amené à tomber malade. Là, et effectivement, Nelly nous a bien expliqué que la première chose, c'est une transformation intérieure. Transformation intérieure qui va se faire sur 4 points différents. Un, sur le lâcher-prise. C'est-à-dire que, c'est ce que Nelly nous a expliqué, c'est les patients nous disent « j'ai commencé à guérir lorsque j'ai accepté que mourir demain était possible ». C'est ça qui est très important. Accepter la mort pour mieux vivre. Voilà, accepter la mort pour pouvoir mieux vivre, c'est-à-dire ne plus être stressé, ne plus être inquiet par la mort, mais au contraire accepter que celle-ci fait partie de la vie et puisse être éventuellement une éventualité dans leur propre vie. Ça, c'est le plus important. Et après, une fois qu'ils avaient dompté cette mort-là, cette notion de mort, eh bien, ils étaient capables de vivre et de vivre beaucoup plus pleinement. Et ils vont faire effectivement, c'est ce que Nelly nous explique, avoir un changement total de relation à soi-même, c'est-à-dire de relation d'acceptation de soi, de savoir comment l'on est, et surtout d'acceptation des autres. Tout à l'heure, j'ai cité le cas de la Chilienne, c'était accepter que l'autre ait pu faire des bêtises, que l'autre ait été obligé de faire un certain nombre de choses, et être capable de leur pardonner, c'est-à-dire d'être à même de dire maintenant, je ne veux plus que les autres impactent sur moi. Je veux reprendre dans mon fort intérieur ma propre vie. Je veux reprendre ce contrôle. Et effectivement, on a une reconnexion à la spiritualité. Donc aujourd'hui, l'émission, c'est vraiment sur la foi. Alors la foi, il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément la religion, ce n'est pas forcément la croyance en un Dieu ou quelque chose comme ça. La foi, c'est une notion de « je crois en quelque chose ». Je crois à mon pouvoir de faire quelque chose. Et effectivement, donc, dans la foi, il y a ce sens profond qui peut être donc la spiritualité. Et surtout, moi, ce que je note, c'est qu'ils ont repris une nouvelle mission de vie. Tous, Nelly l'a fait, les témoins l'ont fait, c'est qu'ils ont accepté de changer leur vie en reprenant une nouvelle vie. Je donne toujours une métaphore. Les patients qui ont un cancer stade terminal, en tout cas ceux que j'ai interrogés, m'ont tous expliqué qu'ils étaient un petit peu pris dans une impasse. Ils étaient au volant de leur voiture, ils allaient à fond, à toute vitesse dans cette impasse et ils voyaient le mur du fond. Le mur du fond, ils le voyaient se rapprocher de plus en plus rapidement au fur et à mesure où ils avançaient vers ce mur du fond. Et ils se sont dit, là aujourd'hui, je vais m'exploser contre ce mur, autant y aller à fond. Autant y aller à fond, c'est-à-dire que j'appuie à fond sur l'accélérateur pour être sûr, tant qu'à faire, de mourir sur le coup et de ne pas être blessé et de ne pas risquer de mourir avec d'atroces souffrances. Et puis ceux qui ont décidé de guérir, comme Nelly ou les autres, eh bien, ils ont pris conscience, ils se sont dit, non, mais moi, je n'ai pas envie d'aller à cette impasse. Je n'ai pas envie d'aller m'exploser contre ce mur du fond. Je décide de donner un coup de frein. Je décide de faire demi-tour, de sortir de l'impasse et de reprendre une nouvelle route vers une nouvelle mission de vie. Pourquoi était-il dans cette impasse? Pourquoi était-il dans cette impasse? Tout simplement parce que petit à petit, la vie avait fait que, progressivement, leur mission de vie s'en était écartée. Ils s'étaient écartés de leur mission de vie pour arriver dans cette impasse, qui arrivait donc à un point final. Et en sortant de cette impasse, ils se redonnaient une nouvelle mission de vie. Et j'aime beaucoup la phrase de Nelly. Elle dit «
4 choses. Donc, tu dis tout le temps, reprendre donc la foi et donc guérir ma planète. Et tu dis? Alors, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, mais peut-être que oui, en me guérissant moi, je guéris aussi l'humanité et la planète, et ça donne un sens. Parce que tant qu'on est dans notre petit moi, bah, c'est vrai que ce n'est pas intéressant, mais c'est sûr que quand une personne est malade, en tout cas quand une personne malade vient me rencontrer au cabinet, très rapidement, je demande quel est son besoin, quelle est son attente. Et c'est très intéressant par rapport aux malades du cancer. C'est extrêmement rare que la personne me dise « je veux guérir ». Elle vient, elle me dit ben, « il se passe ça avec mon mari ou avec mes enfants. J'ai un cancer, mais hop, ça part où je voudrais moins souffrir. » Mais l'engagement à guérir, eh bien, comme dit Yann, c'est important, eh bien, c'est pas spontané. Et c'est là où j'accompagne à ce moment-là à dire cette petite phrase parce que je leur fais prendre conscience. Et qu'est-ce que vous voulez par rapport à votre maladie? Oui, bah, finalement, je vais guérir, mais parfois, c'est pas si évident que ça. Et quand on arrive à pouvoir faire dire cette petite phrase, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir, et tous les mots sont importants, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir, pour voir grandir mes enfants ou pour faire telle et telle chose dans la vie. Et comme disait Yann tout à l'heure, si on s'éloigne du sens de sa vie, eh bien, il faut y revenir. Mais parfois, on ne s'éloigne même pas parce qu'on ne l'a même pas trouvé depuis notre naissance. Pour ma part, en tout cas, quand j'ai été malade et que j'ai eu cette guérison dite spontanée, donc on pourra revenir sur ça aussi, miraculeux, donc parlait Vincent tout à l'heure, eh bien, j'ai perdu le fil là d'un seul coup. J'ai perdu le fil. Oui, voilà, on s'est éloigné et c'est le moment maintenant de nous engager vraiment. Et c'est une renaissance. Je me suis dit, mais c'est une renaissance. Et après, je me suis dit, mais c'est même pas une renaissance, c'est une naissance. Parfois, on est sorti du ventre de notre mère, on a suivi ce que les autres nous ont demandé de faire, mais on n'est pas dans notre vie. C'est du métro boulot dodo, qu'on soit enfant, ado ou adulte, parce qu'on est programmé pour aller dans ce sens-là au niveau. Alors, un problème de connexion. On s'est relevé le nez du sable comme l'autruche, et la maladie est une opportunité pour enfin se lever le nez du sable et dire « Ah oui, eh bien, c'est ça que je veux maintenant. Je veux rester en vie, j'ai ça et ça à faire. » Et là, je vous dirais aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas avoir 30 balais ni 40 balais. Hein. Je suis bien dans l'âge que j'ai et je sais que j'en suis qu'à la moitié de ma vie, comme je dis. Parce que j'ai plein de belles choses à faire. Donc, la maladie est enseignante. Et pour revenir sur le spirituel et sur la foi, c'est tout simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Comme disait Yann tout à l'heure, ce n'est pas forcément religieux. C'est quel sens je mets à la vie, se poser des questions sur qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je viens faire dans cette incarnation, sur cette terre maintenant. C'est pas que manger, dormir, baiser, boire, etc. Non, c'est pas ça. C'est mettre du sens et du spirituel. Et qu'est-ce que c'est que le spirituel? C'est de la beauté, c'est du cœur, c'est savoir parler à sa sagesse intérieure et surtout lui poser des questions. Quand j'étais malade, et j'accompagne aussi dans ce sens-là, dans la méditation d'auto-guérison, il y a un moment donné, des questions que je pose à ma sagesse intérieure, que je vois venir d'un horizon lumineux, c'est telle et telle personne, je pourrais détailler éventuellement, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Vais-je guérir? Et ça me disait, oui, tu vas guérir, aie confiance. Qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Aimer, manger, jouer. 3 gros mots. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces mots? Ah oui. Et rire, donc rire. Pardon? Et rire. Oui, c'est ça. Dans guérir, il y a gai et il y a rire. Donc, c'est hyper important, ça aussi. Donc, manger, parce que bien manger, je mangeais très mal. Aimer, parce que je ne m'aimais pas, je m'occupais des autres. J'étais dans un travail social, je m'occupais des autres, j'aimais beaucoup les autres, mais pas moi-même. Et jouer, parce qu'effectivement, ma vie était trop sérieuse, je voulais être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne professionnelle. C'est épuisant ça, épuisant. Donc c'est l'ego qui veut tout ça, mais à un moment donné, allez, on lâche tout ça, on se connecte à sa sagesse intérieure et elle donne le chemin. Eh ben, écoute, voilà, je crois que là, c'est quand même assez bien parti, la soirée.
J'avais donc un trou, c'est Olivier Soulier, qui était responsable de la recherche sur l'origine des maladies, qui a beaucoup travaillé sur la CEP, entre autres, et qui avait quand même pas mal avancé dans son sujet. Moi, je reviens sur ce que tu dis, Nelly, évidemment, c'est passionnant. Moi, je repense aux trois séries de patients que Siegel avait finalement décrit, entre ceux qui veulent mourir, parce que ça, c'est quand même des populations de gens qu'on rencontre fréquemment, nous médecins. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une maladie grave, pas forcément cancéreuse, mais grave, et qui disent j'ai ça, oh, je vais mourir. Ah bah, tant mieux. Et on sent que ou c'est tant mieux, ou c'est je m'en fous. Voilà. Ces gens-là, généralement, ont des survies ultra courtes, même quand la pathologie paraît pas affreusement rapide d'évolution. Et ben ces gens-là nous quittent souvent très très vite, que ce soit une insuffisance cardiaque, des pathologies même non cancéreuses. Ces gens-là, ceux qui ont ras-le-bol de la vie, ceux-là, généralement, on les garde pas. Bon. Et puis Siegel parle de ceux les plus nombreux, c'est ceux qui n'ont pas d'idée. C'est ceux qui est 60% qui sont plutôt témoins de leur vie, et puis qui n'ont pas tellement compris qu'ils pourraient encore être acteurs de leur vie. Et puis enfin, Siegel, ce que tu deviens magnifiquement, cette pauvre femme argentine là ou chilienne, qui se bat et qui non, moi je veux pas mourir. C'est erreur de casting, les gars. Je vais vous montrer que c'était pas pour moi le truc. Et ces gens-là sont quand même ultra puissants et manifestement, d'après Siegel et repris par Simonton, ces gens-là ont des survies sidérantes. Donc, on est tous capables de passer d'un box à l'autre. Et puis, si on se désespère, eh ben, ça va mal se finir. Si par contre, on passe de désespoir à vous allez voir ce que vous allez voir, ça va peut-être tout changer. Il y a un truc qui est pareil important, c'est les gens qui se remettent. Alors d'abord, évidemment, qui font l'effort d'aimer et de lâcher prise sur le plan des sentiments. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de s'avouer qu'ils ont du sentiment pour les uns ou pour les autres et qui veulent pas le dire, ou qui ne veulent pas le déclarer, ou qui ne veulent pas le montrer. Eh ben, c'est une connerie, parce que ça, faut que ça vous sorte. Ça va vachement vous aider de dire à quelqu'un qu'il est important pour vous. Parce que derrière, vous allez créer de l'empathie et ça va être match retour tout de suite. Vous allez sentir l'amour revenir. Moi, ce que je vois très souvent à l'époque où j'étais médecin généraliste, c'est que quand quelqu'un va très mal dans une famille, tout le monde va très mal dans une famille. Il suffit d'avoir un mourant, un grand malade chronique ou quelqu'un qui va très mal, eh ben, toute la famille dysfonctionne. Et du jour au lendemain, si on arrive à le tirer du bourbier, toute la famille a le sourire et toute la famille est en joie. Donc, c'est ça aussi dans cette histoire de bonheur, malheur, mort, vie. Voilà, il faut comprendre, si on est très malade, qu'on a un petit peu l'obligation de se bouger parce que ça aide les non-malades, qui sont quand même malades. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Ah ben moi, je suis tout à fait d'accord. Et tu sais, je vais te donner un petit peu une petite chronique de comment s'est passée donc la thèse. Donc la thèse, c'était en fait d'abord de rechercher effectivement donc des patients qui avaient donc guéri d'un cancer. Moi, après avoir choisi mon jury, ça a été quelque chose de très compliqué, mais pour te dire, j'ai quand même réussi à avoir donc le professeur Joyeux et le professeur Pujol, qui était le meilleur cancérologue d'Europe à l'époque. Et les deux, quand ils ont vu le sujet, ont exigé de travailler à deux en tant que président. Parce que l'un et l'autre m'ont dit, moi tout seul, je ne peux pas soutenir un tel sujet. Donc la première chose, quand vous êtes étudiant et que vous cherchez donc effectivement à faire un sujet de ce niveau-là, ben, il faut trouver un certain nombre de dossiers. J'ai travaillé un petit peu partout en Europe. J'ai trouvé plus de 250 dossiers de patients donc avec des cancers stades terminaux. Et j'étais très content. En quelques mois, j'ai pu les présenter au professeur Pujol. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur Pujol, est-ce que vous pouvez me les sélectionner? Moi, ce que j'en veux, c'est que vous me sélectionnez 12 patients dont on est absolument certain qu'ils ont un cancer stade terminal. On est sûr du diagnostic. Et on est certain qu'il n'y a plus aucun traitement possible.
Pourquoi je lui ai demandé cette mission? Parce que lui, quand je lui ai apporté les 250 dossiers, il était comme un fou. Il sautait pratiquement comme un cabri sur sa chaise en disant « Ah, c'est absolument génial, on va faire une étude statistique sur le nombre de malades qui ont guéri grâce à Beljanski ou grâce à tel magnétiseur ou tel Solomides. » D'accord? Et je lui dis « Mais attendez, monsieur Pujol, vous connaissez mon sujet, moi, c'est absolument pas ça qui m'intéresse, je ne cherche pas à aller faire l'apologie de telle ou telle école de médecine alternative, c'est pas du tout mon sujet, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. » Ce que je veux, c'est que vous me sélectionnez ces fameux 12 patients que je vais aller interroger. Et je les ai interrogés donc, pendant plus de 2 ans. J'ai fait 400 000 km en voiture à travers l'Europe pour pouvoir voir donc, tous ces gens-là. Et en gros, on leur posait des questions, j'allais les voir et je leur posais toujours des questions et qui étaient donc mises à jour en fonction des réponses qu'ils avaient données donc, le mois précédent. Donc, je faisais des interviews et donc j'allais les voir parce qu'ils avaient donc tous les mois des nouvelles choses à me raconter parce que forcément leur vie avait avancé, ils avaient fait d'autres prises de conscience, ils avaient compris. Et en gros, je leur posais toujours la même question. Je commençais comme ça, je dis mais monsieur, madame, je voudrais juste que vous puissiez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas mort de votre cancer. Et là, j'avais des énormes yeux incrédules qui s'allumaient et qui disaient « Mais docteur, vous avez absolument rien compris. Si aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce au cancer. » Alors, je leur répétais, je dis « Non, attendez. Non, moi aujourd'hui, je vous pose la simple question. Aujourd'hui, vous êtes vivant, vous êtes devant moi. Donc, dites-moi juste pourquoi le cancer ne vous a pas tué. C'est ça ma question. » Et il me répétait. Je disais non, aujourd'hui, si je n'avais pas eu de cancer, aujourd'hui, je serais mort. C'est-à-dire que c'est grâce au cancer que j'ai pu faire ces prises de conscience, changer ma vie et comprendre. Et donc, quand j'ai fait ces interviews, donc on a fait une thèse à peu près de 450 pages, je la présente au professeur Pujol. J'étais assez content. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, puisque c'était en 1994, donc on tapait tout à la machine. J'avais qu'un seul manuscrit. Je le présente donc à M. Pujol en mai 1994. Et je lui dis, M. Pujol, vous savez, c'est mon seul et unique manuscrit. Il dit, oui, je sais, il n'y a pas de souci particulier. Il me rappelle une semaine plus tard, il me convoque carrément dans son bureau. Je m'assois et il commence à prendre le manuscrit et il déchire. Page après page. Alors je dis, mais monsieur Pujol, je vous rappelle une chose, c'est mon seul et unique manuscrit. Donc s'il vous plaît, ne me le détruisez pas, c'est 450 pages. Il m'a dit, non, mais c'est une thèse absolument magnifique, c'est extraordinaire. Vous avez effectivement interrogé des patients phénoménales, ils ont expliqué pourquoi ils ont changé leur façon de penser et qu'ils ont guéri leur corps. Pas de souci, mais moi je ne comprends pas. Moi je suis cancérologue, je ne comprends pas le lien qu'il y a entre leur changement d'état d'esprit et leur guérison. Quel est le lien que moi, médecin, je ne connais pas et que eux, ils ont trouvé? Parce que moi, je ne vois pas de lien entre mon changement d'état d'esprit et le changement de mon cancer ou la destruction ou l'élimination de mon cancer. Tu veux dire que le professeur Pujol, qui ne comprenait pas, a préféré détruire ton travail parce qu'il était dérangé par son incompréhension. Tu te rends compte qu'il tombe de son piédestal et d'assez haut. Exactement. Mais par contre, il était extrêmement ouvert parce qu'il m'a dit tout de suite, écoute, voilà, moi maintenant, ce que je te donne 6 mois pour mouiller le maillot. Alors je lui dis, mais monsieur Pujol, je ne comprends pas, ça fait juste 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille ensemble, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous auriez dû me dire de faire, si jamais ça ne vous convenait pas, vous auriez dû me le dire depuis bien avant. Et il m'a dit, non, c'est pas ça, c'est extraordinaire votre thèse. Mais aujourd'hui, je veux que tu mouilles le maillot. C'est-à-dire que je veux que tu trouves la raison de ça et ça. Et donc là, je lui dis, mais Pujol, vous comprenez bien que là, on va partir. Alors, tu as trouvé traverse qui te vaut parfois, Vincent, je crois, quelques petites mésaventures, d'accord? C'est-à-dire un chemin de traverse où on va partir et on va sortir des clous scientifiques. C'est-à-dire que là, moi, je vais commencer à l'interroger, des gens qui ne sont pas des médecins, des gens qui sont alternatifs, des gens qui pensent tout à fait autrement et qui vont faire des relations. Et donc, petit à petit, j'ai réussi à, si tu veux, en interviewant donc tous ces gens qui avaient une vision différente du corps humain, à établir, selon eux, une sorte d'explication. Et c'est ça qui est intéressant, et là on va revenir à la foi. Eh bien, il faut savoir que dans le corps humain, oui, on a effectivement un corps physique, ça, il n'y a absolument aucun doute.
Mais on sait que dans les différentes traditions, eh bien, on a des corps énergétiques qui se superposent les uns aux autres. Alors, quand on dit se superpose, c'est pas le corps physique et puis le corps éthérique et puis le corps astral, puis le corps et ainsi de suite. Non, non, c'est pas ça. C'est tout est intégré, c'est-à-dire que dans le corps physique, il y a les différents niveaux vibratoires qui sont superposés les uns aux autres. Et c'était ça l'intérêt, et que c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué la chose. Ils m'ont dit, voilà, quand on modifie notre état d'esprit, on va pouvoir guérir ou rééquilibrer son corps spirituel le plus haut. Et si on arrive à rééquilibrer et à soigner son corps spirituel, et là on va reparler de la foi justement, eh bien, quand on guérit la spiritualité et sa spiritualité profonde, quand on fait ces prises de conscience, petit à petit, eh bien, la guérison va ensuite descendre dans le corps énergétique, vibratoire inférieur, puis inférieur, pour rejoindre le corps physique. Je donne toujours un exemple, c'est un peu comme, tu sais, dans des cascades ou dans des fontaines avec des bassins qui tombent les uns dans les autres. Si tu mets un colorant dans le bassin supérieur, tout en haut, eh bien, petit à petit, il va colorer l'eau du premier bassin, puis ensuite, l'eau qui déborde dans le bassin inférieur va être colorée elle-même, puis ensuite va colorer le bassin inférieur pour arriver jusqu'en bas, qui est le bassin de réception, où le corps physique se trouve. Et c'est comme ça qu'en modifiant sa façon de penser, sa façon de croire, ce qu'a fait Nelly, eh bien, elle a réussi progressivement à guérir son cancer d'ordre physique. Je pourrais un petit peu prendre la suite de ce que tu dis, à moins qu'il y ait une question, Vincent, par rapport à ça. C'est effectivement dans mon livre qui s'appelle « Oser guérir », il y a ce que j'appelle la fusée de l'être ou la maison de l'être. Et ce sont plusieurs étages, le premier en bas étant le physique, tu l'exprimes autrement, mais ça revient au même, voilà, mais voilà, ça va être complémentaire. Le physique en rouge, l'émotionnel qui va du bas du corps, là, du nombril jusqu'au plexus solaire, l'émotionnel qui est représenté en jaune, je crois, et puis le mental jusque-là et le spirituel. Et moi, à l'époque, qui était à fond, après, j'étais à fond dans le spirituel, et le spirituel est 10% seulement, c'est très intéressant, parce que le corps physique, 40%, le corps émotionnel, 20%, le corps mental, 30%, le corps mental, 20%, et le spirituel, 10%. Sauf que, comme dit Yann, si le spirituel n'est pas alimenté ou est nié, comme je disais là tout à l'heure, moi, à l'époque, j'avais jeté le bébé à l'eau du bain parce que j'étais en lien avec la religion et j'ai vu combien il y avait des incohérences dans la religion. Donc, j'avais jeté la religion, mais du coup, j'ai jeté le spirituel. Mais je n'avais plus ma tête chercheuse, la spirituelle. Donc, forcément, sans tête chercheuse, le reste s'écroulait. Le mental était surdimensionné, l'émotionnel était surdimensionné. Et le physique était complètement écrasé. Je n'avais plus d'activité physique vraiment. Eh bien, il y a la place pour la maladie. Donc, pour aller vers la guérison, c'est comment je peux réhabiter de manière saine tous ces étages de l'être. Je les représente un peu comme un immeuble aussi. Si c'est écrasé au-dessus, si on n'entretient pas les étages au-dessus, ça va s'écrouler sur le bas, sur le corps physique. Donc, c'est tout un job pour aller apprendre, comme tu dis, Yann, quelles sont mes pensées. Beaucoup de personnes ne savent même pas que nous avons environ 66 000 pensées par jour. Donc, elles sont le jeu de leurs pensées qui influent sur les émotions en bas et qui elles-mêmes influent sur le système immunitaire. Donc, la boucle est bouclée. Et après, c'est sur le corps physique. Alors, on va aller développer une maladie ou une autre en fonction de notre sensibilité personnelle ou transgénérationnelle. Mais on se retrouve à ce moment-là en maladie. Et si on dit « Ah, mais pourquoi ça m'est arrivé ? Mais c'est pas de ma faute. » Ben si, on a notre responsabilité parce qu'on n'a pas bien pris en compte ces différents plans. Et le spirituel, comme tu disais, si on s'adresse au spirituel, eh bien, ça va arroser tous les plans là. Et c'est tout simple. Le spirituel, c'est aussi le lien avec la nature, avec les élémentaux, avec, là on est en pleine nature, avec les arbres, on revient de faire une balade, il y a la rivière, il y a
il y a les arbres, les rochers. Mais oui, nous pouvons aussi être en connexion avec la nature qui va nous apporter des réponses intérieures. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Et quand vous parliez tout à l'heure, je pensais à Thich Nhat Hanh qui disait « Il vivait comme un mort ». C'est un guide bouddhiste qui est décédé il y a seulement quelques années. Et il y avait un livre qui disait « Il vivait comme un mort ». On peut traverser toute notre vie, mourir à 90 balais, et on n'a absolument pas expérimenté la vie en soi. Donc c'est aujourd'hui le point de pouvoir. C'est maintenant d'expérimenter que nous pouvons vraiment prendre soin de notre corps physique, prendre soin de notre émotionnel, de notre mental et de notre spirituel. Ça veut dire comment tous ces étages-là vont être alimentés de manière saine. Parce qu'on peut aussi les alimenter, hein, mais de manière compensatoire, compensatrice, de manière, on va dire, qui vont avoir des répercussions négatives. Voilà, donc le travail sur les pensées et les émotions, c'est un travail très, très important. Sur mon livre, il y a des schémas qui permettent de voir comment on peut poser les pensées et les émotions et les réactions sur le corps physique du côté droit d'un tableau, et comment de l'autre côté, on peut prendre conscience que oui, nous avons le choix de penser, soit la bouteille est à moitié vide dans une situation, soit elle est à moitié pleine. Donc c'est le job maintenant d'aller transformer nos pensées. Ça fait écho un peu à la question de Céline, hein, qui dit « J'adore vos propos, mais comment trouver un sens à sa vie même si l'on n'est pas malade ?» Parce qu'on comprend bien que cette pulsion de vie, c'est ce qui est commun à toutes ces guérisons, mais qu'elle finalement, de ce que, avec tous les témoignages là qui se recoupent, elle n'est pas évidente, elle n'est pas du tout majoritaire en fait chez les patients qui sont diagnostiqués d'une lourde maladie, que ce soit un cancer ou non. Tu as raison, Sophia, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Et ça, c'est tant mieux pour les vieux et c'est tant pis pour les jeunes. Mais encore une fois, quand on est jeune, on est dans les tuyaux. On est à l'école, on a plein de boulot. Ensuite, on est en fac ou je sais pas quoi et on a du boulot. Et puis ensuite, on trouve un premier job et alors on a du boulot. Puis ensuite, on s'amourache. Alors on a du boulot pour pas Claude se barre. Et puis ensuite, on se met en ménage et puis on a des enfants. On n'arrête pas de courir dans le tuyau. Arrive un jour où le tuyau ras-le-bol, quoi. Enfin, vous avez bien compris que le jour où j'ai tout envoyé péter, que j'ai voulu faire une médecine différente, ça m'a coûté cher, mais ça m'a aussi vachement fait du bien. Bon, eh ben c'est ça le problème, c'est qu'un jour il faut quand même accepter, même à 22 ans, mais il faut le comprendre à 22 ans. À 22 ans, on a l'impression que tout le monde fait pareil et qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est pas vrai. Si à 22 ans, il y en a un qui dit c'est dommage, j'ai jamais fait de musique et j'en ferai jamais, bah, connerie. Voilà, ça commence déjà très mal. La personne qui a envie de s'éclater, qui a envie de bouger ses neurones, qui a envie d'apprendre la mélodie, qui a envie de jouer avec d'autres gens, ou qui se met à adorer le sport ou la littérature, il prend pas le temps. Bah, c'est très bien. Il vit comme un mort. Alors là, je suis complètement d'accord avec Nelly. Il faut accepter, il faut même s'obliger à se donner de la joie tous les jours. Voilà. Ça veut pas dire comme un gros dégueulasse dans son coin et à voler le yaourt de son mari parce qu'il y en a plus qu'un. C'est simplement qu'il faut s'ouvrir et donner de l'amour et donner des projets à tout le monde. Mais quand tout le monde est content autour de soi, mais les familles, elles vont bien, c'est vraiment facile. Et même dans le boulot, et même partout. On voit très bien comment fonctionnent des dirigeants qui sont plutôt solaires, irradiants, du sale con qui veut pas qu'on l'emmerde. Il y a le sale con qui veut pas qu'on l'emmerde, c'est le PDG habituel. Et le gars qui est solaire et radiant, c'est un meneur d'hommes. Le mec, il peut faire 10 boîtes, il va faire 10 fois un malheur. Moi, j'en connais un comme ça, un capitaine d'industrie du Nord, qui le voit 5 minutes comprend si on bosse ensemble, il va nous tirer vers la victoire. Pas tout seul. Mais le gars, il a le sourire, c'est un irradiant, c'est rare. Voilà. Eh ben, il faut être comme ça. Ça se travaille, ça se travaille. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est ton histoire de tuyau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir comment s'en sortir. Comment sortir à l'infernal. Et de ce tuyau. Voilà, et de ce tuyau. Voilà, comment sortir de ce tuyau. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut vraiment noter. Ce qu'il faut, c'est réussir en permanence à se donner un but ultime de sa vie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment choisir un but qui est pratiquement irréalisable, mais qui est un but tellement grand qu'on a envie d'aller vers ça. Transforme tout. Il va transformer tout.
Et au sein de ce but, forcément, on va se donner des objectifs. Moi, je donne toujours un exemple simple à mes patients. Je leur dis, voilà, quand vous quittez les Antilles, par exemple, en bateau, en voilier, et que vous voulez rejoindre, donc, par exemple, Bordeaux, eh bien, vous allez devoir traverser l'Atlantique. Vous allez devoir traverser l'Atlantique et malheureusement, il y a des vents un peu contraires, il y a des vents latéraux, il y a des courants, si bien que votre direction, quand vous quittez les Antilles et que vous prenez la direction donc de Bordeaux, c'est très bien, vous allez garder votre cap, mais si vous ne faites pas attention à regarder régulièrement, à faire votre point pour savoir exactement où est-ce que vous allez vous trouver, les courants, les vents latéraux vont petit à petit vous décaler. C'est-à-dire que sans que vous vous rendiez compte, au lieu d'aller vers Bordeaux, vous allez petit à petit peut-être vous orienter vers l'Afrique. Ce que vous devez faire, c'est qu'à chaque étape de votre but vers Bordeaux, eh bien, c'est tout simplement de faire le point, de se dire, OK, je me retrouve à tel point, Bordeaux maintenant se retrouve dans un axe un tout petit peu différent, je change mon cap pour pouvoir aller vers ce but. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le tuyau. Si tu ne le fais pas, ça, le point, petit à petit, effectivement, eh bien, tu vas aller vers Bordeaux, mais petit à petit, donc, tu vas être décalé par les vents. Puis, petit à petit, si tu ne changes pas ton cap vers Bordeaux, eh bien, tu vas de nouveau aller être décalé par les vents. Puis ensuite, tu es décalé et tu tombes dans une spirale infernale qui est le tuyau que tu donnais. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas donc ne jamais aller vers ton but, mais en fait, te perdre. J'entends aussi dans ce... Pardon. Sophia, est-ce qu'on a des questions, Sophia? Déjà des premières questions? Là, justement, le sens de sa vie, la question a été posée. Moi, je veux bien dire un mot par rapport à ça. Parce que tant qu'on ne se pose pas vraiment à l'intérieur de soi et qu'on ne se fasse pas accompagner, mais je crois que c'est vraiment important quand on n'a pas de sens à sa vie, de se faire accompagner par un professionnel, psychothérapeute, par exemple, pour justement dire, mais là, j'ai un vide, j'ai pas de sens à ma vie. C'est le moment de se poser aussi cette question, qu'est-ce qui pourrait me donner du sens? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Et Vincent parlait du plaisir. Oui, faire la liste de vos plaisirs. Est-ce que vous voulez bien faire la liste de vos plaisirs? Qu'ils soient grands ou petits, hein, ce n'est pas la peine de penser au voyage au bout du monde si les finances ne sont pas là. Et en même temps, c'est important aussi, comme disait Yann tout à l'heure, d'avoir des buts qui portent et qui soient un peu inaccessibles. Mais aussi d'autres tout simples, aller dans la nature, regarder une fleur pousser, regarder les nuages, etc. Mais des choses qui vont me faire plaisir, appeler une amie, faire du dessin, quoi d'autre encore, de la cuisine, recevoir chez soi, être invité par des amis. Tout ça, ça mène de la joie. Et plus on va développer cette joie à l'intérieur, plus on va être happé par d'autres situations comme ça. Et pour compléter ce que disait Yann tout de suite, oui, avoir des buts et puis ajuster à chaque fois, parce que ça peut évoluer, mais des buts dans chaque domaine de notre vie. Au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau couple, relations avec les enfants, réalisation personnelle, les loisirs et la planète. Et la planète, l'humanité, ça aussi c'est important parce que ça nous transcende aussi. Donc ça veut dire dans chacun de ces petits buts, je vais mettre des actions très concrètes. Et là, je vous donne vraiment un tuyau très, très, très clair. Faites la liste de tout ça. Et de qu'est-ce qui va se passer concrètement. Par exemple, si c'est au niveau du couple et que le couple est un peu éteint, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Tiens, je vais proposer à mon chéri ou à ma chérie de se faire un petit week-end ensemble pour pouvoir vivre quelque chose de plus détendu, qui va créer du lien, que ce soit sur des plans différents. Par exemple, si c'est avec mes enfants, j'ai plus de lien avec mes enfants, proposer là aussi de créer quelque chose ensemble, qu'ils aient 3 ans ou qu'ils aient 25 ans. C'est pareil. Je me rappelle avec mes enfants, ma fille avait 7 ans, je crois, et le fils en avait 5. Je passais une après-midi, un restaurant ensemble pour pouvoir échanger, pour pouvoir vivre quelque chose de plus proche, quoi. Voilà, et créer du lien. Donc oui, il y a des buts, différents buts moteurs avec des actions très concrètes et ce but idéal qui va tout transcender. On en revient à ça, c'est vraiment spirituel, ce but idéal. Eh bien moi, ce but idéal qui m'a permis de rester sur Terre depuis presque 30 ans maintenant, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, co-créer un monde d'humanité par la paix, l'amour, la joie,
et j'ai rajouté quelques années après, parce que j'ai continué toujours à me former, même si j'accompagne toujours et je me forme toujours, eh bien, j'ai rajouté la conscience. Parce que sans conscience, on va droit dans le mur, comme disait Yad tout à l'heure. Donc, on peut choisir de continuer à aller droit dans le mur. Allez, on y va, on y va. C'est un peu dommage, mais on peut aussi choisir de revoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre vie. Et par rapport au sens, c'est mais d'où je viens? Est-ce que je suis qu'un petit bout de chair qui vit sur cette terre? Ah, si tel est le cas, c'est sûr que je vais avoir envie de mourir. Si j'ai conscience que je viens d'ailleurs, c'est-à-dire il y a eu quelque chose avant ma naissance, je suis un être d'amour, de lumière qui a choisi de venir vivre cette expérience terrestre qui est dure parce que nous basculons dans la 3e dimension alors que nous venons de dimensions supérieures où nous sommes des êtres extraordinaires. C'est un choc. Ça s'appelle le choc, la chute en arrivant sur Terre. Et je pense que certains qui nous écoutent peuvent aussi se souvenir ou vivre en tout cas qu'ils ont eu des moments de doute et de perte de sens parce que oui, nous arrivons sur une planète où cette 3e dimension eh bien, ne nous amène pas à vivre ces espaces facilement, en tout cas, ces espaces de joie, ces espaces d'expansion, ces espaces de grâce. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment mettre de l'énergie pour aller les contacter, ces espaces-là. C'est du job, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas tout cuit, c'est pas se dire « Ah ouais, mais elle ou lui, il est heureux parce qu'il a de l'argent, il a des enfants, ou c'est facile pour elle d'être dans la joie. » Non, 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 non. Certains peuvent faire ça, certains. Mais pour la plupart, c'est un job. Il faut y aller, il faut se faire aider pour ça. Sophia, on a des questions? Là, on a effectivement alors une question d'Yvonne qui dit je suis désolée, le spirituel n'est pas clair pour moi. Je me suis sentie tellement trahie par les propos incohérents de la religion que j'ai tout rejeté. Voulez-vous, s'il vous plaît, approfondir par des exemples concrets qui me donnent envie de modifier ma vision sur le spirituel? Merci beaucoup. Écoute, moi, je prends la parole tout de suite parce que j'adore ce genre de discussion. C'est tout sauf creux. Mais encore une fois, si pour elle, spirituel, c'est religieux, c'est raté. Spirituel, c'est l'intelligence qui réfléchit. C'est la conscience dont parlait Nelly. C'est la conscience de soi et c'est la conscience de ce qu'on pourrait être ou pas être. Ou de ce qu'on va infliger aux uns ou plutôt apporter aux autres. Donc, c'est ça le spirituel. Le spirituel, c'est pas de se lever pour se demander si on va se faire une omelette ou si on va se faire une viande hachée. Le spirituel, c'est de se demander, alors restons sur la métaphore culinaire, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon chéri, qu'il aime bien et que j'ai dans le frigo. Ça, c'est un truc, voilà, c'est spirituel. Il n'y a pas de religion là-dedans. Mais si jamais elle sort un truc que son mari aime bien, c'est la surprise heureuse. Oh, tu m'as fait un truc que j'adore quand tu m'as pas fait depuis 15 ans. C'est con comme la lune. On parle de 2 œufs avec un tout petit peu de crème fraîche et ça change la vie de la soirée. Voilà. C'est simple comme ça, mais ça peut être la spiritualité. C'est de s'émouvoir devant une plante verte. Moi, on m'a offert ce truc. C'est un bonsaï, mais avec un énorme bulbe. Ce con-là, il boit même pas une fois par mois. Ça m'épitouffe. Vous voulez que je vous en montre un autre? Je vais vous en montrer un autre. Moi, j'ai une orchidée, mais bon, elle fait un peu triste mine. J'ai honte. Ma fleur, c'est un baobab. Je l'ai depuis 10 ans. J'ai ramené ça d'Afrique. Il n'est jamais mort. Bah, moi, ça me trouve. Et ça, je peux vous dire, tous les jours, je vais voir mon baobab parce que je me dis, mais pourquoi il vit dans le nord, mon baobab? On en est dans les plantes, ben voilà, une petite non, mais franchement, il faut comprendre que la spiritualité, on peut avoir un jet d'ocytocine dans le cerveau, simplement parce qu'on est dans un spectacle, mais con comme la lune, parce que la nature, elle fait ça 1 milliard de fois par seconde partout. Mais nous, tout d'un coup, on se rend compte que c'est quand même extraordinaire. La spiritualité, ça commence déjà par s'émerveiller, par rester un enfant, par rester capable de s'émouvoir sur des choses qui pourraient paraître complètement cons. Et ça commence comme ça, l'émotion. Peut-être que spiritualité et émotion, ça commence, les fils se touchent, et après, ça va tout seul. Je sais pas ce que tu en penses, Nelly et Yann, mais pour moi, ça, voilà. Ça... Ouais, je pense qu'on va dire un petit mot tous les deux aussi là-dessus. Oui, pour moi, spirituel, déjà... quand on est le nez dans le guidon, métro, boulot, dodo, il n'y a pas la place pour ça. Quand on commence à se poser des questions et à ouvrir son cœur sur une autre dimension,
il y a de la place pour la spiritualité. Après, j'ai enlevé le mot spirituel de ma vie parce que c'était un peu trop connoté, New Age, amour, paix, lumière. Et si on est uniquement amour, paix, lumière, tout va bien. Je me suis rendu compte que ben non, c'était pas ça non plus. Parce qu'il faut parfois se positionner de manière ferme et c'est pas que amour, paix, lumière. Sinon, la vie m'a renvoyé beaucoup de choses très dures parce que j'étais dans cette illusion, amour, paix, lumière qui changeait tout. Mais pour moi, le spirituel, j'ai changé ce mot par conscience. Et conscience ramène aussi à toute cette énergie de vie qui crée la vie. On parlait de nature tout à l'heure avec les plantes, le ciel, la pluie, l'eau, les torrents, même tout ce qui se passe dans notre corps. Là, à ce moment-là, le cœur bat, le sang circule dans les veines, on n'a rien à faire. C'est quand même extraordinaire. On a une horloge extraordinaire à l'intérieur de nous et qui correspond aussi à cette même horloge cosmique. Si on y réfléchit un peu. Quand j'étais petite fille, je me disais, mais à l'intérieur de moi, ben, peut-être qu'il y a plusieurs univers. Eh bien oui. J'ai appris que dans l'infiniment petit, dans le quantique, eh ben oui, c'est ça. Il y a effectivement le lien entre l'infiniment petit, l'infiniment grand. Quand on commence à se poser des questions sur mais qu'est-ce que c'est que la vie, d'où je viens, etc. Qu'est-ce que je suis venue faire? Et qu'on passe à l'intérieur de soi dans cet instant-là. Contactez votre sagesse intérieure. Dites-lui, mais qu'as-tu à me dire sur la vie? Pourquoi je suis ici? Et je vous assure que si vous posez la question avec conscience, avec foi, c'est-à-dire vous êtes sûr que vous aurez une réponse, eh bien la réponse, elle viendra. Et ça, c'est ça aussi le spirituel. C'est en complément de la matière. Il y a la matière physique, il y a nos émotions, donc c'est concret aussi. Il y a nos pensées, notre mental, c'est concret aussi. Et cette personne qui dit je veux du concret, eh bien, c'est la spirituelle pour moi, c'est ce qui relie tout ça. C'est l'énergie de vie, l'énergie créatrice, l'énergie d'amour. On peut l'appeler aussi l'énergie divine. Et pour moi, c'est du concret. Oui, tout à fait d'accord. Hein. Vraiment, la notion de spiritualité, c'est la vie avec un grand V. Nous, les médecins, on se pose toujours une question simple. Qu'est-ce que c'est que la vie? Pourquoi est-ce que tout simplement, lorsque on se fait tirer dessus, on a un trou dans le ventre, certes, mais pourquoi on meurt? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce que la vie nous échappe? Et très souvent, en fait, et ça, Vincent, tu l'as peut-être vu dans ton ancienne vie de médecin, c'est que la plupart des gens, ils nous demandent, oui, mais docteur, je voudrais bien faire autre chose, j'aimerais bien effectivement faire de la psychothérapie, j'aimerais bien effectivement me soigner différemment, mais je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous pensez des traitements que l'on propose, des traitements physiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux arrêter la chimiothérapie ou la radiothérapie ou tel médicament? À un moment donné, il y avait des patients qui n'avaient pas de cancer particulièrement, mais qui avaient d'autres types de maladies. Et on leur demandait, tu as parlé d'un moment donné de la sclérose en plaques, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête mon traitement? Et moi, j'ai toujours une métaphore, parce qu'il faut toujours essayer de se sortir par une métaphore, parce que c'est très compliqué. Toi, Vincent, tu as pris des décisions. Moi, je n'en ai pas pris. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de dire à des patients, vous arrêtez votre traitement. Je ne peux pas me permettre parce que pour l'instant, je suis encore dans une réalité où moi, je suis toujours médecin, donc pratiquant, et je pratique une médecine et je ne peux pas, par rapport à des autorités, dire voilà, vous arrêtez tel traitement parce qu'on va vous faire prendre en charge de façon totalement différente. Et je donne toujours un exemple. Je dis que les traitements allopathiques ou les traitements quels qu'ils soient, même homéopathiques ou autres, quand ils s'adressent au corps physique, eh bien, vous donnez du temps. Et le nerf de la guerre, c'est pas l'argent, c'est le temps. C'est-à-dire que pour faire ces prises de conscience que Nelly nous parle depuis maintenant 1 heure, eh bien, il faut du temps pour les faire. C'est-à-dire que ce n'est pas en l'espace d'un instant que ça va vous arriver. Alors oui, je vais donner l'exemple d'un témoin de mon livre qui, lui, ça a été en l'espace d'un instant. Il était chasseur alpin, italien, du sud de l'Italie. Luigi. Il développe un sarcome donc de la hanche. Petit à petit, ce sarcome, en quelques mois, lui mange l'ensemble de son bassin. Je t'arrête, nos lecteurs le connaissent bien. Je l'ai raconté dans l'article. Il s'appelle Luigi, chasseur alpin, et voilà. C'est une merveille cette histoire. Voilà, c'est une merveille. Et donc, effectivement, il va être guéri, mais il va être guéri brutalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement en se baignant dans les eaux de Lourdes qu'effectivement, il va avoir une
vraiment une illumination. Mais pour l'immense majorité, que ce soit pour Nelly ou d'autres, c'est un travail de longue haleine. Et moi, je donne toujours un exemple donc, par rapport à l'arrêt ou pas du traitement. Je donne une petite métaphore, si tu me permets. C'est vraiment une métaphore un petit peu humoristique, mais c'est un patient qui effectivement a un cancer très évolué. Un chirurgien se présente à son chevet et lui dit, écoutez, monsieur, je peux vous soigner. Bon, votre cancer est évolué, mais on peut faire quelque chose pour vous. Le patient lui répond très gentiment, merci docteur, vous êtes bien gentil de vous intéresser à mon cas, mais moi je suis croyant. Moi je crois en Dieu et je suis persuadé que Dieu va me sauver. Passez votre chemin, Dieu va s'en occuper. Le chirurgien, vous êtes sûr? Oui, Dieu va me sauver. L'évolution fait que la maladie avance. Quelques mois plus tard, la maladie s'aggrave. Un deuxième chirurgien vient à son chevet. Bon, écoutez, c'est tard, mais je peux encore faire quelque chose. Merci, docteur. Passez votre chemin. Je crois en Dieu. Dieu va me sauver. Plusieurs mois se passent. Le cancer a évolué de façon très, très importante. Un troisième chirurgien se présente, propose la même chose et reçoit exactement la même réponse. Ce qui devait arriver arriva, le patient décède donc de son cancer, monte au ciel, va voir Saint-Pierre, il est un petit peu en colère, il lui dit « Mais attendez, Saint-Pierre, je ne comprends pas, moi j'étais croyant, je croyais en vous, j'étais persuadé que vous allez me sauver. » Et Saint-Pierre, un petit peu interloqué, regarde son ordinateur et dit « Mais attends, mais moi je ne comprends pas, j'ai fait mon taf, je t'ai envoyé 3 chirurgiens pour te sauver. » Donc le spirituel, ça passe aussi par le concret. Très concret. Sophia, on a des questions? Alors, il y a une question sur les enfants malades. Est-ce un manque de foi de la vie à cause du parent? Ça fait écho à la première histoire, l'enfant dont on a parlé. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Et c'est vrai que là, dernièrement, on a entendu, avec notamment la loi du plomb, il y a eu beaucoup d'alertes sur les cancers infantiles qui augmentent. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ça semble encore plus injuste. Alors voilà, cette question de Niao, est-ce un manque de foi de vie à cause du parent? Non, mais je crois qu'il faut être sérieux sur ces questions-là. Tout n'est pas lié au psychisme de l'individu. À partir du moment où les pauvres gens ont un gène complètement déficient qui code pour un cancer inéluctable à partir de l'âge de X mois ou années, on va pas tout ramener à la faute de la mère qui a mangé une crème dessert qui n'aurait pas dû. Faut arrêter. Les parents vont se défenestrer. Il y a hélas des pathologies qui sont évitables, comme toutes les pathologies liées aux toxiques environnementaux, mais hélas, pas su. Je me bagarre en ce moment pour qu'on cesse de donner du paracétamol aux femmes enceintes et aux bébés, parce qu'on a maintenant suffisamment d'éléments pour dire que ça crée des troubles du neurodéveloppement des enfants, c'est gravissime, mais encore on va pas leur dire que c'est de la faute de je sais pas quoi, enfin, c'est stupide. Il y a des pathologies qui sont inéluctables. Quand vous êtes BRCA1, c'est-à-dire avec un gène qui code pour des cancers du sein, ben ça déclenche des cancers du sein. Voilà. Alors peut-être qu'on pourrait, ça c'est un autre problème, qu'on pourrait diminuer la fréquence des cancers du sein qui sont quand même relativement fréquents dans certaines populations si on adoptait des modes de vie protecteurs, intellectuels, psychologiques et physiques, c'est-à-dire micronutritionnellement parfaits. Sophia, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur l'iode et le cancer du sein. Donc voilà, ça c'est des choses pratiques. Mais quand on est BRCA1, quand on a des gènes qui codent pour des emmerdements, voilà, on risque de les avoir. Voilà. Donc faut pas non plus tout ramener au psychisme. Alors je vais un petit peu aborder dans ton sens, Vincent, et un petit peu compléter. On est entièrement d'accord qu'il y a des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, des facteurs de tout type, des facteurs comportementaux, des facteurs effectivement de type alimentaire qui vont effectivement pouvoir générer effectivement donc des cancers. Une intoxication au plomb peut donner effectivement des maladies. Boire de fumer et boire va effectivement donner donc des cancers de la gorge ou du poumon. Mais ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a quand même un élément autre à prendre en compte. C'est-à-dire que si fumer, par exemple, le tabac, était effectivement la seule cause du cancer, ça voudrait dire donc que toute personne qui fume, passivement ou activement, doit développer un cancer du poumon.
Or, on sait très bien qu'il y a beaucoup de fumeurs, heureusement, qui ne déclenchent pas de cancer du poumon. Mais par contre, il y a aussi des gens qui n'ont jamais fumé, ni passivement, ni activement, et qui vont pourtant déclencher un cancer du poumon. Effectivement, après, quand tu nous parles des facteurs génétiques, on est tout à fait d'accord. Mais il y a des gens, effectivement, qui ont des BSR1, effectivement, qui ont toutes les chances de faire, toutes les probabilités plutôt, de faire un cancer du sein. Mais par contre, il y en a certains qui passent à travers. Et d'autres qui n'ont jamais de BCR1 et qui pourtant font un cancer du sein. C'est donc qu'il y a effectivement des facteurs de risque, ça on est tout à fait sûr, mais il y a effectivement donc d'autres facteurs qui interviennent. On va répondre un petit peu à la question sur l'enfant, parce que ça c'est quelque chose qui est très important et qui pose énormément de questions existentielles pour le médecin, parce qu'on se dit toujours, ça c'est évident, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'un enfant qui n'a rien demandé à personne peut tomber malade et effectivement mourir? Et ce qui est très amusant et très intéressant à voir, et moi ça je l'ai vécu, je l'ai vu beaucoup de fois, eh bien effectivement on va avoir des enfants qui vont être extrêmement enseignants pour le parent. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui effectivement vont pouvoir apprendre aux parents pourquoi ils sont malades et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de guérir. Et là on va rentrer, et ça Nelly en a un petit peu abordé tout à l'heure, sur la notion de réincarnation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a parfois des âmes qui décident de s'incarner sur Terre et qui ont une mission à remplir. Mais parfois, cette mission n'a pas besoin de 80 ans ou 90 ans pour être réalisée. Et ils vont décider par eux-mêmes de s'incarner sur un temps court pour faire quelque chose, soit de leur propre vie, mais pourquoi pas, aussi pour faire grandir les parents, grandir la mère, chez qui ils sont nés. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on essaye d'apprendre aux parents qui ont un enfant malade, de leur dire oui, mais regardez ce qu'il peut vous apprendre. Regardez comment vous pouvez vous grandir vous-même grâce à votre enfant malade. Et peut-être que Nelly veut rajouter quelque chose. Je peux donner un exemple que tu m'avais envoyé d'ailleurs, c'est personne. Une jeune femme qui m'appelle et qui me dit ma petite fille de 4 ans a une leucémie. En fait, elle était déjà bien avancée dans sa leucémie. Et cette petite fille avait des propos incroyables. Et elle a justement transformé sa famille. Et sa famille a fait vraiment un bond spirituel grâce à cette petite fille. Et elle disait notamment, c'est pas les médecins, c'est pas les médicaments qui vont me guérir, ce sont les fées. Et donc elle était déjà reliée, cette petite fille, à ce qui était subtil au monde subtil. Et elle avait des propos aussi très d'amour, de paix. Et sa maman, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, malheureusement c'était la fin de la vie de cette petite fille, donc je l'ai pas eu très souvent. Et elle me disait combien il se sentait transformé par les propos et les comportements de cette petite fille. Finalement, elle est décédée, mais elle a transformé sa famille complètement. Mais ça peut aussi ne pas le faire. J'ai des amis qui, leur petit garçon est mort d'une mort subite à 9 mois, et on était avec eux la veille, le petit était au sol, jouait à 4 pattes, etc. Et le lendemain, il nous appelle, Léo est décédé. Et c'est vrai que c'était un grand choc. Et avec Françoise, dont j'étais très proche, nous avons parlé de Léo pendant plus d'1 an, de la mort, de ce qu'il pouvait faire et pas faire. Enfin, elle me disait de toute façon, ça ne m'étonne pas qu'il soit mort parce que je ne l'aimais pas, je ne le trouvais pas beau. C'était quelque chose d'étrange, hein. Mais parfois, c'est important d'aller voir quand il se passe une maladie sans culpabiliser les parents, surtout pas. Parce que je ne suis pas vraiment dans cette approche-là, même pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe en soi pour que cet enfant soit porteur? Ah, ça recoince. Coupure. Nelly, on vous a plus. Yann, on vous entend plus. Oui, l'image est figée, on ne vous entend plus. Bon, alors. C'est dommage. Je pense notamment, voilà, à un adolescent qui avait une leucémie. Sa maman vient me voir au cabinet il y a des années. Et lui était entre l'hôpital de Saintes en Charente-Maritime et l'hôpital de Poitiers, voilà, dans la Vienne. Et je n'ai jamais vu cet adolescent. Il avait donc cette leucémie et dans le décodage, j'avais conscience que c'était un manque de joie. Et j'ai travaillé sur le manque de joie de cette maman.
Et elle m'a dit, et je ne me souviens plus des détails aujourd'hui, combien effectivement sa vie était triste et manquait de joie. Donc on a travaillé sur sa joie à elle. C'est elle qui a aussi visualisé la guérison de son fils. Elle imaginait des petits poissons, quand je faisais faire une visualisation, des petits poissons dans le sang qui allaient scruncher. C'est qui un peu comme Pac-Man. Voilà, aller scruncher les éléments cancéreux de son fils. Et il s'est remis d'une manière étonnante, plus rapidement. Les médecins sur Poitiers étaient étonnés que ce jeune garçon de 13 ans se remette aussi rapidement. Donc oui, il y a des raisons à nos maladies. Sans se culpabiliser, moi je dirais, allons les voir. Et notamment chez les enfants qui sont malades ou qui ne vont pas bien sur un plan psychologique avant 7 ans. Quand les parents viennent me voir et disent « Ah oui, mon fils a des comportements ceci, cela, et je voudrais que vous le voyiez en thérapie », je dis « Non, ce n'est pas nécessaire. Venez-vous, madame, et vous, monsieur, et on va voir ce qui s'est passé au moment de la naissance, avant la naissance, comment ça se passe avec cet enfant. » Et très souvent, même à 99 voire 100%, l'enfant va mieux parce que c'est le parent qui a besoin d'être soutenu. Et je dis, c'est vous le mieux placé pour aller après rapporter à l'enfant ce que vous avez travaillé en séance. Ce n'est pas la peine d'aller embêter l'enfant. Et surtout encore, ne culpabiliser personne par rapport à ça. Et moi, j'insiste toujours sur la culpabilité. Les gens ne sont pas coupables d'être malades. Ils sont juste responsables de leur maladie. Et qu'est-ce que ça change comme sujet ? Tout simplement, ça veut dire que s'ils sont responsables de leur maladie, ils ont la possibilité de devenir responsables de leur guérison. Et c'est ça qui change tout. Parce que nous, les médecins, Vincent, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a dit, nous sommes les docs, vous êtes les patients. Patient, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire vous devez être patient. Vous devez juste attendre qu'on vous dise ce que vous devez faire. Et c'est tout le changement de paradigme qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut leur donner enfin, non plus le rôle de victime dans lequel on les a placés, mais de leur donner leur rôle d'acteur dans leur phénomène de santé, dans leur guérison. Yann, tu comprends bien le but de la rédaction du 9 pour ma santé, où on en est au numéro 40 ou 44. À chaque fois, on donne une possibilité aux gens de se prendre en main et d'être acteurs de leur avenir et de l'avenir de leurs proches, parce que à tout attendre d'une médecine qui n'est pas toujours efficiente, ça va forcément se terminer très mal. Encore que quand on a l'éveil sur un certain nombre de données qu'on peut accumuler et additionner pour aller mieux, les choses s'améliorent. Tu as parfaitement raison. Pas coupable, mais responsable de l'état. Évidemment que si le cancer est absolument dramatiquement rapide et que ça se termine très très mal, malgré le fait que le patient veuille se battre, parce qu'on en voit des gens qui se battent et puis qui finissent par décéder, c'est encore une fois, c'est la règle, plutôt la règle. Mais c'est vrai que si on les aide dès le départ à devenir des patients en colère, eh bien, à mon avis, on les aide. Sophia, est-ce qu'on a encore quelques questions parce que l'heure tourne affreusement vite? Effectivement, il nous reste quelques minutes. Alors, on avait reçu des questions en amont de cette soirée de Pascal. Alors, c'était 3 questions. Peut-on guérir d'une hépatite B? Peut-on guérir d'une récidive de mononucléose? Peut-on guérir d'une hypothyroïdie? J'ai ces 3 maladies. Merci. Alors, écoute, l'hépatite B, je vais te faire une réponse énervante. L'hépatite C, aujourd'hui, elle est guérie par un comprimé et la guérison est immédiate. Ça a tellement énervé dans les milieux économiques et pas dans les milieux médicaux que, à l'époque, la banque Lehman Brothers avait édité un article en disant « J'espère que c'est la dernière fois qu'on voit apparaître un médicament qui guérit une maladie telle que l'hépatite ». L'air de dire, c'est une connerie sur le plan industriel parce que du coup, on se coupe du malade. On n'a plus le client. Donc, l'idée de donner un produit à vie à quelqu'un de malade est une idée qui est simplement enrichissante sur le plan financier. J'ai, hélas, récemment retrouvé les travaux d'un chercheur français qui avait démontré qu'il avait une molécule qui marchait super bien sur le cancer du sein in vitro. Et il a dit, il est allé voir, à l'époque, c'était Roussel-Luclaf. Il est allé leur dire, bon ben voilà, j'ai trouvé la martingale pour le cancer du sein, on va guérir tout le monde. Et on lui a répondu, bon bah tu vas arranger ton truc parce qu'on va pas le faire, parce que on préfère vendre des produits pour tous les jours. Voilà.
Donc, pour ce qui est de l'hépatite B, s'il n'y a pas de... Aujourd'hui, on ne guérit pas de l'hépatite B, mais on peut vivre de manière tout à fait normale. Pour la mononucléose, en général, on guérit spontanément. La mononucléose, c'est une maladie qui est fixe dans le temps, et puis ensuite on guérit. Voilà. Pour ce qui est de l'hypothyroïdie, alors l'hypothyroïdie, ça va être oui et non. Si elle a un Hashimoto, je connais bien le problème, puisque j'ai beaucoup travaillé pour la rédaction de mon livre. Le Hashimoto est une maladie auto-immune qui s'alimente essentiellement par la confusion que fait l'immunité avec le gluten. Donc déjà, la première chose, on va pas guérir du Hashimoto, mais si on s'interdit de bouffer du gluten, on va arrêter une grande partie de l'hypothyroïdie super massacrante, irrégulièrement grave, parce que sur 12 mois de vie, on peut avoir 10 mois bien et 2 mois horribles. Bon, donc il suffit d'arrêter le gluten. Donc là, elle va s'améliorer. Et puis, il y a des hypothyroïdies qu'on guérit super facilement, je suis désolé. Mais l'hypothyroïdie par carence en iode, je l'ai assez démontré dans mon bouquin, on bouffe de l'iode et on n'est plus hypothyroïdien. Donc voilà. Donc trois questions, 3 réponses différentes. Je ne sais pas ce que Nelly et Yann en pensent. Oui, alors moi ce que je dirais, je me relie au titre de cette conférence, c'est-à-dire la foi dans le processus de maladie et de guérison. Si on s'en tient à ce processus de foi, on ne parle plus de maladie. Quelle que soit la maladie, et on l'a vu pour les personnes qui ont des guérisons dites miraculeuses, comme la mienne, là, et encore une fois, quand on dit miraculeux ou spontané, c'est miraculeux dans l'instant présent, parce qu'on ne sait pas, au niveau médical, on ne donne pas de raison, parce qu'on n'a encore pas les informations, mais dans 10, 20, 30, 50 ans ou 100 ans, ce sera naturel. Donc, c'est miraculeux pour l'instant, mais dans un autre temps, ce sera plus miraculeux parce qu'on aura les informations. Et déjà, nous, on les a, parce que grâce à cette conférence, on sait déjà qu'on peut mourir grâce à une action sur les plans émotionnels, mental et spirituel. Donc, si on se place sur ces plans-là, on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses à faire. Donc, c'est plus une question de maladie. Moi, quand les personnes viennent me voir, je ne vais pas poser plein de questions sur leur maladie, mais plutôt, j'accompagne sur un plan émotionnel, mental et spirituel. Et à ce moment-là, ça va arroser tout le reste. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis là. Et Nelly, par exemple, quand elle a guéri de son cancer et qu'elle a vu ses médecins et qui n'ont pas cru qu'elle guérissait de son cancer, ils voyaient que ses nodules se réduisaient, mais ils disaient non, c'est l'échographiste qui s'est trompé, non, les nodules ne peuvent pas disparaître, ça n'existe pas, ça n'a jamais été décrit dans l'histoire de la médecine, c'est pas possible. Et Nelly avait beau, semaine après semaine, mois après mois, leur démontrer que si, factuellement, les nodules disparaissaient. Et ils ne voulaient pas voir. 3 fois, la première fois où ça s'est passé, où les nodules ont régressé, 3 fois mon ex-mari, lui à ce moment-là, lui a dit au grand ponte, c'était vraiment le grand ponte de l'hôpital qui me suivait, eh bien, mais regardez, les nodules ont régressé, ils ne les voyaient pas. Et j'ai pris conscience qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce que dans son système de pensée, c'était pas possible. Donc même avec l'échographie devant ses yeux, il ne pouvait pas voir. Sauf que moi, j'étais en formation, comme je vous ai dit tout à l'heure, je savais que c'était possible et j'y croyais. Donc, je disais intérieurement, c'est énervant, cause toujours, je lui disais intérieurement, je sais que c'est possible et je vais continuer sur ce chemin-là. Mais en fait, oui, Nelly c'est une horreur pour un médecin, parce qu'en fait, ça lui pose juste une question, mais c'est est-ce que je suis encore médecin si je ne comprends pas ce qui se passe, si je ne comprends pas comment cela peut arriver? Et ce que j'essaie d'expliquer à mes collègues et à mes confrères, c'est que je leur dis, mais juste ayez un tout petit peu d'humilité et de gratitude devant l'inexplicable. Parce qu'aujourd'hui, l'inexplicable sera peut-être expliqué. Je vais te raconter un truc, Yann. Un jour, je suis poursuivi par le conseil disciplinaire Rhône-Alpes, alors que je suis à Tourcoing. Enfin, tu vois, et on m'attaque parce que j'utilisais les sérums marins pour traiter les hernies discales. Et je disais, de toute façon, de temps en temps, on a des réductions totales, y compris radiologiques. Et un des gars du jury me dit non, mais ça, c'est pas possible. Je lui dis, attendez, je vais vous montrer les IRM. Et donc, j'avais prévu qu'il allait me dire c'est pas possible. Donc, je lui sors l'IRM avant-après. C'était l'IRM de la même personne sur le même IRM
par le même radiologue. Et évidemment, le radiologue écrit inexplicablement, on ne trouve plus la hernie discale. Je montre ça au jury et l'autre dit non, c'est pas possible. Eh ben oui. J'ai pris 3 ans d'interdiction d'exercice non inferme parce que ce que je disais n'était pas possible. Alors je le documentais comme Nelly documente son foie. C'est, tu vois, nos confrères sont malades, alors eux ils sont vraiment malades, de ne pas pouvoir comprendre que ce qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça nous oblige à revoir des théories foireuses. Le cancer ne guérit jamais. Ah ouais, bah tiens, regarde, voilà. Hein. On s'accroche. Je vois l'heure qui tourne. Je voudrais qu'on fasse une petite. Alors, Nelly, je suis désolé, j'ai pas ton livre, donc je vais pas le présenter. Je voudrais Mais oui, c'est pas grave. En tout cas, il s'appelle Oser guérir son corps. En sous-titre, c'est son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète. Parce que j'ai conscience que la guérison, c'est guérir toutes ces choses-là avant. Et que quand on guérit toutes ces choses-là, à l'inverse, eh bien, quand on guérit son corps, à l'inverse, on peut aussi surfer d'une manière beaucoup plus légère sur tous ces domaines-là. Mais si je peux avoir un petit moment par rapport à ce que tu dis là, par rapport à ce médecin, à ce grand ponte parisien, c'est que quand enfin il a reconnu, ah oui, ça a régressé, mais il a fallu un bon moment. Il a dit, ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas pour lui. Hein. Ça sent la blessure morale. Ouais. Pour la première fois en un an, il est derrière son bureau debout, tellement il était décontenancé. Et je lui dis, est-ce que vous avez déjà connu des situations comme ça, similaires? Il me dit d'abord non. Puis au bout d'un long moment, il me dit, j'ai vu des rémissions pour 1 année ou 2. L'air de dire, tu vas crever quand même. C'est ça? Voilà. Donc, comme j'étais en formation à ce moment-là, ce que je me suis dit à l'intérieur encore, cause toujours, je crois ce que je fais. Et à l'intérieur de moi, ça a dit, tu vas accompagner les gens. Parce que si d'autres personnes ont ces mêmes discours, c'est mortifère. Donc, il y avait une bataille à l'intérieur de moi parce que l'autre partie de moi disait, mais non, tu n'es pas capable, mais ce n'est pas possible. Et puis, l'autre revenait et disait, si, tu vas accompagner les gens. C'est important que tu accompagnes les gens avec ce que tu vis et ce que tu observes. C'est intéressant. Yann, comme je ne l'en veux pas à ce médecin parce qu'il était dans ce système de croyance. Yann, c'est ta conclusion parce que l'heure tourne. Voilà. Alors, ma conclusion, écoute, ce qui est très intéressant, c'est que grâce à toi, on peut vraiment parler de ce genre de sujet. Et ça, vraiment, je te remercie, Vincent, parce que c'est extrêmement rare qu'on puisse parler de ce genre de sujet, malgré le scepticisme ambiant, malgré les risques, malgré tout ce que l'on peut subir, on accepte quand même de parler parce que la parole doit être libre sur tous les sujets et notamment sur ce sujet de la maladie et sur ce sujet de la guérison. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on ne comprend pas tout. On n'a pas une vision réelle et véridique de ce qui se passe dans notre corps et de ce comment on fonctionne et de ce comment on est constitué. Et c'est ça le plus important. Et je vais te terminer par une toute petite chose. J'ai travaillé avec les guérisseurs philippins, donc les chirurgiens romanus. J'ai amené 3 patientes là-bas aux Philippines qui, moi, j'étais persuadé d'avoir un véritable spectacle extraordinaire. Eh bien non, elles étaient allongées sur la table. Le chirurgien romanu qui s'appelait à l'époque Tony Akpawa, qui a été énormément popularisé par Janine Fontaine, peut-être que tu connais toi-même, eh bien effectivement, passer les mains par une opération du Saint-Esprit, réellement, la maladie disparaissait. C'est-à-dire que la tumeur, et moi j'ai amené des patients avec, comme tu dis, des IRM, avec des cancers de l'ovaire, notamment de la taille d'un ballon de handball. Je refaisais l'IRM après la séance, je descendais à Manille et l'IRM montrait qu'il n'y avait plus rien du tout. Et Tony Akpawa nous a expliqué, mais non, mais c'est tout simplement que vous ne comprenez pas l'origine de la matière. Oui. La matière physique, c'est uniquement une répartition énergétique de nos atomes qui nous composent, des quantas qui nous composent. C'est-à-dire que c'est un système de maillage électromagnétique qui fait qu'on est matière. Si moi j'amène un autre système énergétique de côté, je vais déstabiliser ce système organisé de matière. La matière se dissout dans l'univers et ensuite, heureusement, la nature a horreur du vide, elle se reconstitue. Donc c'est ça qui est très important à comprendre.
Et c'est ça qu'on va lutter contre le scepticisme, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à nos confrères, il faut faire comprendre à l'humanité qu'aujourd'hui, on comprend un certain nombre de choses, on travaille avec un certain nombre donc d'idées, de théories, mais ces théories seront reprises. Et je vais terminer par une conclusion un peu humoristique. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle la trachée artère? Nous, quand on a fait nos études, Vincent, tu te rappelles bien qu'on appelait ça la trachée artère. Pourquoi trachée artère? Parce qu'elle ne transporte pas du sang comme les artères sont censées le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a fait l'anatomie au Moyen-Âge, ou j'allais dire peut-être au XVIIe siècle, tout simplement, quand on devait disséquer un mort, les autorités religieuses avaient imposé aux médecins qui disséquaient de saigner le patient avant. C'est-à-dire qu'on devait saigner le patient, et quand on ouvrait effectivement donc la cage thoracique, on s'apercevait que la structure de la trachée et la structure de l'aorte, qui sont extrêmement proches l'une de l'autre, étaient quasiment identiques. Donc ils se sont dit, puisque l'aorte transporte du sang, c'est que la trachée transporte aussi du sang. Et c'est pour ça qu'on appelait ça la trachée artère. On sait très bien qu'aujourd'hui, elle ne transporte que de l'air. Alors, je vais vous faire rapidement la revue biblio qui m'a servi à préparer votre article. Je vous redis qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de préparer, j'ai besoin de préparer un nouvel article qui sera le prolongement de celui-là, qui nous permettra d'essayer de voir quelles sont les techniques médicales qui peuvent aider nos patients malades, vraiment très malades, pour justement survivre. Donc je me prépare à préparer ce truc-là. Ça va être beaucoup de travail, mais encore une fois, ça mérite. Alors, premier bouquin, c'est celui-là, c'est celui de Bernie Siegel, L'amour, la médecine et les miracles. C'est très facile à lire. Tous les auteurs, vous allez voir, ils sont tous anglo-américains parce qu'eux, ils sont absolument sans complexe. Hein. Rien ne les gêne. La guérison en soi, c'est de Denis Zaif. C'est tout à fait intéressant. Lui aussi a beaucoup travaillé. Vous avez Murphy, Guérir par la transformation de votre pensée. Ça, c'est un tout petit bouquin. Ça va assez vite à lire. Vous avez l'énorme pavé de Simonton, Mari et femme. Guérir envers et contre tout. Alors eux, ils sont absolument extraordinaires. C'est beaucoup plus technique, hein, mais c'est très intéressant. Et puis, alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. En tout cas, je vous dis tout de suite, s'il y en a qu'un qu'il faut lire, c'est celui-là. D'abord parce que vous allez vous émerveiller. C'est très bien écrit. Et en plus, il a choisi ces 11 cas d'une manière remarquable parce qu'on saute du coq à l'âne. On se dit, bon, ça y est, on a vu, on ne pourra plus être émerveillé mieux. Et pan, il nous en met un autre et ça arrive 11 fois. Et pendant, on pose le livre, on se dit, mais la vie est merveilleuse parce qu'elle l'est. Et elle l'est, entre autres, grâce à Nelly et Yann qui nous amènent une énorme bouffée d'optimisme et d'espoir pour nos vies. Et on peut aider nos proches. On n'est pas que des gens qui pensons à notre mort à nous. C'est-à-dire qu'on est aussi vecteur de courage, de colère pour des gens qui n'ont pas envie de mourir. Ceux qui veulent mourir, on leur fout la paix. Mais ceux qui ont envie d'essayer de survivre, on a une mission qui nous aide et qui les aide. Et à mon avis, c'est un moment absolument fondateur, en tout cas pour nous les médecins. Pour le mois prochain, je suis revenu sur quelque chose de plus historique, parce que vous savez que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui va vous énerver. Aujourd'hui, on s'est ému. Et bien là, la semaine prochaine, le mois prochain, on s'énerve contre le fait qu'on ne nous veut pas toujours du bien et que je vais vous montrer des éléments très factuels qui prouvent que le mal qui nous frappe vient de loin. Et vous allez voir que, hélas, la solution, elle est probablement en nous-mêmes, mais pas dans les autorités administratives ni sanitaires qui nous gouvernent, parce que ceux-là ont d'autres buts. Voilà. En tout cas, Nelly, Sophia et Yann, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venus participer. On a fait une super émission, mais ça, on le savait. Et j'espère qu'on pourra la diffuser, celle-là. J'aimerais bien qu'on y réfléchisse avec Viva Santé pour donner envie à des gens qui ne sont pas abonnés chez nous
de venir, parce que des soirées comme ce soir, la qualité est vraiment au rendez-vous, le bonheur y est, tout y est, encore une fois. Mille merci. Et puis, pour nos lecteurs, encore une fois, n'oubliez pas d'aller chercher votre petit journal à partir du 3 du mois d'octobre. Merci. Effectivement, il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Bravo, incroyable guérison, bonne soirée. Merci infiniment, vous êtes tous magnifiques. Merci pour cette magnifique conférence. Merci, très bonne soirée à vous, exceptionnelle. Voilà, merci. Et j'embrasse Brigitte qui nous écoute et qui a besoin de ce genre de conf en ce moment. Et ben Brigitte, voilà, tu l'as. Elle est là. En tout cas, je vois une Brigitte. Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. Ouais, elle est. Merci beaucoup. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Salut Anne, merci Nelly, super boulot, merci beaucoup. Attends.